tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite série sur la responsabilité civile des professionnels. Alors, je suis désolée, hein, j'ai 10 minutes de retard, j'ai 2-3 soucis de métro. J'ai vu que vous aviez beaucoup d'humour et bien évidemment, vous pourrez mettre en cause pas notre responsabilité, mais surtout la mienne, parce que c'est entièrement de ma faute. Donc, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Nicolas Van der Reg, directeur de clientèle et du département profession réglementée chez Verspiren. Vous savez que Verspiren, c'est l'assureur de la profession. Je vous laisse vous présenter, Nicolas. Ça sera Merci Virginie. Merci tout d'abord de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Nicolas Van der Reg, je suis le directeur de clientèle au sein des professions réglementées chez Verspiren. J'accompagne votre profession également et d'autres professions en matière de responsabilité civile professionnelle. Et effectivement, nous sommes fiers d'accompagner donc l'Ordre des experts comptables depuis 2008 au sein d'un contrat groupe porté par l'assureur MMA. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, alors Nicolas, vous ne le connaissez pas, mais là, nos chers experts comptables qui nous suivent, si vous connaissez le format, c'est un format qu'on a commencé l'année dernière avec l'exercice illégal et qui, je trouve, fonctionne pas mal du tout. Donc, on a 30 minutes. Bon, déjà, j'ai chippé 10 minutes parce que j'étais en retard. Si vous le permettez, on va déborder de 10 minutes. C'est un format donc, qui est assez rapide, très interactif, et qui vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et comme je vois que vous êtes très en forme, ça tombe très bien. Vous verrez le dernier slide, et vous l'avez tous compris, on fait un cycle sur la responsabilité civile. Le 11 juin, on va se retrouver pour parler encore responsabilité et civile, et le 9 juillet, responsabilité pénale. Et là, ce sont des formats beaucoup plus longs, d'1h30. On va commencer évidemment par le nerf de la guerre qui est la lettre de mission. On va tous retourner dans nos textes, l'article 151 qui nous oblige à avoir une lettre de mission. Ce format, il est très pratico-pratique. Moi, j'ai 2 cabinets et j'ai 2 assureurs. Un historiquement chez un autre assureur qui n'est pas MMA, porté par Verspiren, qui est AXA, pour ne pas le citer. Et à chaque fois que j'ai eu une mise en cause de ma responsabilité, la première chose que m'a demandé l'assureur, vraiment la première, la lettre de mission. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'anime devant vous, je vous dis à chaque fois, ayez une lettre de mission. Effectivement. Comment vous faites chez Verspiren quand il n'y a pas de lettre de mission? C'est ma première question. C'est une très très bonne question. Alors déjà, ayez tous et toutes une lettre de mission. Soyons assez… Tant qu'à faire en tant qu'expert comptable, autant respecter les textes. Exactement. Ça peut nous faire du bien. Voilà. Cependant, alors, chez Verspiren, attention, je parle uniquement au travers le contrat groupe porté par Verspiren et MMA. Sachez que pour engager la responsabilité d'un expert comptable, il y a un triangle qu'il faut respecter, ce qu'on appelle, nous, le triangle de mise en cause. Donc, préjudice, je vais aller plutôt dans l'ordre, faute, préjudice, lien de causalité. Donc, pour qu'on puisse effectivement intégrer et interpréter la responsabilité, votre responsabilité qui serait éventuellement mise en cause par un tiers ou votre client, il faut qu'on puisse la constater. Et donc, c'est cette lettre de mission qui va pouvoir juger en fait la recevabilité de la mise en cause. Donc, effectivement, ayez toujours le soin, le réflexe d'avoir cette lettre de mission. Nonobstant cet élément, au regard du contrat groupe et surtout du volume qu'on dispose via l'ensemble des assurés au contrat groupe, à peu près 16 000 personnes physiques nous accompagnent aujourd'hui, MMA peut surseoir en fait à l'application de cette lettre de mission. C'est-à-dire que, concrètement, si demain une lettre de mission n'est pas alimentée, on peut regarder au cas par cas et ensuite éventuellement intervenir dans le cadre d'une réponse à une mise en cause. D'accord ? Mais j'y mets encore une fois toutes des réserves parce que ça va être étudié au cas par cas, mais sachez qu'on ne vous laissera pas effectivement sur le carreau.
Ah oui, Nicolas, en fait. Le principe, c'est évidemment la lettre de mission, il vaut mieux en avoir une. Voilà. Si on n'a pas, vous étudierez le dossier. Exactement. Nous n'allons pas effectivement exclure Frédéric tout de suite le pose dossier. une excellente question. Si la lettre de mission n'est pas appropriée aux travaux effectués, que se passe-t-il? Parce qu'il est vrai que les lettres de mission, on peut les avoir signées il y a 10 ans. Oui. Que la mission ait évolué. Oui. Et donc, vous n'ayez pas la tâche qui a donné ou le travail qui a l'origine en fait de la mise en responsabilité dans la lettre de mission. Moi, j'ai un cas aussi à titre personnel. J'ai rédigé, et on le verra après, puisqu'on va mettre on va vous mettre le best-of après. On va vous parler du best-of des mises en responsabilité avec des cas concrets. J'ai rédigé, donc nous faisions les payes, j'ai rédigé une lettre de licenciement. Oui. Dans le cadre d'une mission sociale. Et il y a une erreur. Il fallait, il y a une ou deux conventions collectives en France qui obligent à consulter une commission avant de licencier. Donc le licenciement avait un défaut de forme. Donc évidemment, c'était une faute qui s'imputait directement au cabinet. Eh bien, l'assureur, AXA en l'occurrence, m'a demandé, et enfin ça me paraît vraiment normal, la preuve que le client m'avait bien confié la mission. Exactement. C'est-à-dire qu'on va essayer de pouvoir, pour pouvoir accompagner au mieux, effectivement, encore une fois, on va essayer de demander un maximum d'informations, donc des traces écrites, par exemple, hein, qui justifient en fait vos actions diligentées par le client, d'accord, de telle manière à pouvoir effectivement s'assurer de la mission qui a été accomplie. Alors là, pour la lettre de licenciement, c'est compliqué. Moi, dans ma lettre de mission, j'avais marqué que je faisais des payes et que je pouvais je proposais aussi des lettres de licenciement, etc. J'avais pas vraiment de preuves, mais alors c'est passé compliqué. Enfin, j'avais un mail qui envoyait la lettre de licenciement au client. Enfin, bon. Mais c'est vrai que parfois, là, les assureurs vont jusqu'au bout du process pour savoir si on a vraiment été saisi du dossier. Bien sûr. Mais quand il y a des échanges de mails avec le client, alors c'est vrai qu'en théorie, nous, experts comptables, on devrait envoyer un petit mail qui peut servir d'avenant. Vous m'avez demandé de rédiger la lettre de licenciement, je vais vous proposer tant d'honoraires, etc. Et là, hop, c'est fini et ça vaut lettre de licenciement. Oui. On va avancer un peu vite parce que c'est un petit format et on répondra à toutes les questions. Il y a l'IRPP, mais on pourra peut-être en parler après parce que les IRPP traités actuellement, c'est la lettre de mission spécifique. Eh bien, j'ai envie de vous dire, Laurent, il faut faire des lettres de mission, même pour les IRPP. En fait, alors vous avez, je ne suis pas passée vite là, vous avez sur le slide les outils que la profession vous met à disposition. Sur Cap Performance, vous avez des exemples de lettres de mission. Ce sont des exemples, pas des modèles. Donc, vous pouvez les retravailler. Ce n'est pas un sujet. Vous avez sur le site du Conseil national de l'ordre aussi des exemples de lettres de mission. Donc, vous avez ECAP Performance et le site du Conseil national. Il y a beaucoup d'exemples. S'il vous plaît, faites vos lettres de mission. J'espère qu'on a bien répondu à ces questions-là. Je vais passer. Alors, la responsabilité civile en chiffres. Effectivement, donc rapidement, en quelques chiffres. Alors ça, c'est un… On n'a pas… Oui, c'est marrant, sur le slide, il y a des… Excusez-moi, je n'ai pas les années. Donc, alors, effectivement, là, on a tiré effectivement sur les 5 dernières années, en fait, une moyenne. Vous noterez qu'on dénote à peu près environ 650 sinistres à l'année. Sur, comme je vous le disais tout à l'heure, 16 000 experts comptables physiques et à peu près 12 500 cabinets assurés par notre contrat. Bon. Donc, ce qui en soi est assez raisonnable et ce qui dénote bien une professionnalisation du métier et en tout cas une responsabilité qui est accrue sur le risque RC. Alors, nous, à l'écran, on ne voit pas les chiffres. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, mais je vais vous les donner. Donc, la première année 2020, c'est 593 sinistres. La deuxième année 2021, 679. Ensuite, 2022, 750. 2023, 8. Et 2024, 782.
Alors, il faut pondérer tout ça. Il faut savoir que on a une croissance organique chaque année d'environ 300 polices d'assurance avec les nouveaux adhérents, les nouveaux experts comptables. Donc, concrètement, il n'y a pas de flopée de la sinistralité sur le contrat groupe. Très bien. Merci. N'envolez, pardon. Nicolas. Donc, on vous a mis, là, on va essayer de traiter rapidement des cas concrets. Et là, on vous a mis le best-of des mises en cause des responsabilités civiles. Le premier, alors, la première source de mise en cause, c'est le fiscal. Hein. Ce n'est pas l'omission d'une déclaration du CIR. Hein. Ça, c'est un exemple concret. Le fiscal représente 29% de la sinistrabilité chez MMA, le social 18% et le devoir de conseil 24%. Effectivement, tout à fait. Alors, pour étoffer ces trois cas qui sont importants, on a envie de vous parler dans le fiscal de l'omission déclarative du CIR, dans le social, la non-adhésion en contrat prévoyance santé, oui. Et dans le devoir de conseil, là on parle de rédaction d'actes de part de cession sociale. Donc je vous laisse nous les… Alors je vais essayer d'être assez bref, effectivement, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut quand même avoir toute la genèse du dossier de sinistre pour bien l'intégrer. Donc c'est un expert comptable, on est d'accord, qui rentre dans un dossier de crédit d'impôt recherche. Dans le cadre des activités de son client, la société engage des opérations de recherche et de développement dans le domaine des matériaux, composites et projets d'innovation sur le marché des produits d'aménagement extérieur en bois. La société revendique à ce titre le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche et innovation au regard des différentes opérations de recherche et de développement et des projets d'innovation menés par l'entreprise au cours des années 2017, 2018, 2019. Ce sont des cas concrets qu'on a sortis, hein, d'accord ? En 2020, cette société fait intervenir un consultant spécialisé en financement de l'innovation qui confirme l'éligibilité et transmet de ce fait à l'expert comptable l'ensemble des éléments à déclarer pour faire bénéficier à ses clients d'un CIR sur les années 2017 à 2019. L'expert comptable disposait donc d'une mission de présentation des comptes et d'établissement de l'ensemble des déclarations fiscales pour le compte de la société. Cependant, lors de la télétransmission, votre confrère n'a pas transmis les éléments justificatifs pour 2019, omettant de faire la demande également pour les années précédentes. Donc, en bref, on a un client qui fait du CIR voilà. Et l'expert comptable ne le déclare pas. Exactement. Alors, il est vrai que je crois, de mémoire, pendant ces années, durant ces années, on ne pouvait pas télédéclarer le CIR, donc il y avait un envoi à part en plus que la dette fiscale, etc. De mémoire, lorsque… Alors, cette erreur a été identifiée exactement en 2023, d'accord, donc bien plus tard, à réception par le client d'un courrier de l'administration fiscale faisant état de l'insuffisance d'un versement du solde de l'IS, justement. Hein, donc, oui, il avait imputé le CIR, en fait. Il avait imputé le CIR sur l'impôt société. Exactement. Donc, une réclamation a été formulée auprès de l'administration fiscale en 2023 pour déposer les pièces rectificatives par votre confrère, mais celle-ci, elle les a rejetées pour prescription des demandes. Pour le CIR 2017, donc pour le CIR en 2017, il était possible de déposer la demande de rectification jusqu'au 31 décembre 2020. Pour 2018, 2021. Oui. La responsabilité civile de ce fait de votre expert comptable est recherchée dans le cadre de cette omission déclarative du CIR sur les années 2017 à 2018. Cette omission de ce fait perdre à la société un crédit d'impôt auquel elle aurait pu prétendre, générant un impôt sur les sociétés trop payé à hauteur de 126 000 €. Il s'agit donc d'un impôt qui aurait pu être évité, d'accord, en l'absence d'erreur de l'expert d'omission. Par ailleurs, pour 2019, l'ensemble des éléments ayant été transmis à l'administration, le crédit a bien été accordé à la société. La carence déclarative de l'expert comptable constitue donc une faute pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle, la faute étant le lien de causalité direct avec le préjudice, l'impôt sur les sociétés trop payées. De ce fait, nous sommes intervenus. Et vous avez pris en charge On a pris en charge les 126 889 €. OK. Donc, on le sait tous, hein, de toute manière, dès qu'on a un client qui fait du CIR, c'est toujours un clignotant important pour l'administration fiscale. Donc, évidemment, être assez vigilant. Déjà, lorsque on fait la déclaration et qu'on n'a pas forcément fait le dossier, donc se protéger au mieux en cas de crédit d'impôt recherche qui
sont presque systématiquement contrôlés. On passe au cas d'après. Au volet social. Donc là, la mise en cause de votre confrère portait sur le décès d'un salarié. Donc après le décès d'un salarié, l'employeur a reproché donc à l'expert comptable de ne pas avoir fait adhérer à ses salariés un contrat de prévoyance obligatoire. La veuve et les enfants du salarié décédé, dont un enfant à naître, ont saisi le Conseil des prud'hommes afin d'obtenir réclamation. Donc, un certain nombre de postes sont réclamés. Donc, l'expert comptable est appelé en garantie. Le montant de la réclamation, 331 000 €. La faute, donc le point initial de la mise en cause, le cabinet d'expertise comptable signait donc avec son client un contrat d'assistance à la gestion sociale comprenant notamment l'émission de gérer les entrées et les sorties des salariés en les déclarant auprès de l'ensemble des organismes obligatoires, gérer la paie, s'assurer du paiement de l'ensemble des cotisations et des contributions aux organismes compétents. Donc, j'essaye de passer l'affiliation obligatoire à un régime de prévoyance collective expressément prévu par la convention collective de la profession. Donc, le préjudice a été calculé par rapport au capital décès. En l'espèce, celui-ci se décline en capital décès de base et un capital de décès accidentel. Un mode de calcul au regard des dispositions applicables de la convention collective. Donc, je passe les détails du calcul. Donc, une indemnisation au conjoint survivant a été portée. Un calcul sur la rente éducation. Donc, au regard de la disposition, encore une fois, applicable de la convention, la rente annuelle d'éducation dépend de l'âge de l'enfant au moment du décès et se calcule en raison de tranches d'âge jusqu'au 8e anniversaire, du 8e au 18e anniversaire, et ainsi, donc, une indemnisation forfaitaire est proposée à l'ensemble des enfants. Donc, une transaction concrète a été opérée pour faire simple. Donc, on a un préjudice initial qui est à 331 000 €. On accompagne l'expert comptable lié donc, à cette omission de présenter en fait un contrat de prévoyance obligatoire à l'ensemble des salariés de la société. Et donc, on statue sur une transaction régularisée à hauteur de 200 000 € afin de pouvoir accompagner l'entreprise et surtout l'expert comptable dans cette erreur ou omission, si je puis dire. Alors, Nicolas, vraiment, je vous remercie d'avoir pris cet exemple. Parce que lorsque j'ai débuté dans la profession, il y a un peu plus de 30 ans, c'est ce qu'on m'avait déjà dit. Et il y a un peu plus de 30 ans, en fait, j'étais collaboratrice de cabinet et les rôles n'étaient pas compartimentés. Évidemment, je faisais tout. Je faisais et du commissariat aux comptes, et de l'expertise comptable, et du social, et du juridique. Et donc, je faisais des payes. Et on me l'a toujours dit, être très, très, très vigilant sur ce contrat de prévoyance avec la fameuse la cotisation assurance décès, surtout pour les cadres, de 1,5%, etc. Et c'est un vrai… je découvre que ce risque existe encore et que cette défaillance, en fait, existe encore. Et vraiment, soyons très vigilants. Moi, je suis toujours traumatisée de cet exemple-là dans mon cabinet. Donc, en fait, très attention tous. Est-ce que lorsque il y a une obligation de la convention collective, et de toute manière, sur 1,5% de cotiser presque est presque obligatoire pour tous. Il y a quelques conventions collectives qui permettent de substituer à je ne sais plus quoi. Enfin bref, je ne suis plus du tout une spécialiste du social. Donc, soyez très, très vigilants avec les obligations de la convention collective. Et là, il y a une mise en cause de la responsabilité. J'ai deux questions. J'ai Frédéric qui me dit il n'y a pas de franchise du par l'expert comptable. Si, tout à fait. Au sein du contrat groupe, vous disposez d'une franchise. Donc, pour rappel, la franchise, effectivement, c'est le montant qui reste à charge suite à un préjudice réclamé. Donc, c'est le montant qu'on va déduire de l'indemnité totale qui est portée au client. Alors, Marc nous dit faire une mise à jour la lettre de mission à chaque augmentation de nos honoraires. En fait, alors, j'ai envie de dire oui et non. Simplement, Marc, en fait, un mail sert d'avant à la lettre de mission.
Donc, ça peut simplement être un mail. Alors, si vous avez dans votre lettre de mission une indexation des honoraires sur l'indice Syntec, l'inflation, ce que vous voulez, j'ai envie de dire que c'est déjà contractualisé. Après, s'il y a de nouvelles tâches, hein, parce que il y a une augmentation d'activité, il y a votre client progresse, ben, on est toujours bien à envoyer un petit mail, hein, au client. Il faut prioriser les traces écrites. Voilà. Hein, c'est vraiment, s'il y a peu de choses à retenir, c'est vraiment, toute démarche doit être effectuée et signifiée par écrit. Christine nous demande combien la franchise. J'imagine, Nicolas, que vous n'avez pas répondu spontanément parce que c'est peut-être différent par expert comptable. Oui, je ne l'ai pas en tête, en fait. Effectivement, au regard de ce dossier-là, je ne l'ai pas en tête puisque la franchise a peut-être évolué depuis. Et donc, je pourrais vous la préciser dans si vous voulez, dans Christine, quelques minutes. nous donner peut-être en message privé votre mail et puis on vous répondra. Et donc, le troisième cas de mise en responsabilité, c'est le fameux devoir de conseil, qui est un peu tarte à la crème, hein, mais il est vrai que nous avons, nous, experts comptables, un devoir de conseil et lorsque nous faisons des payes, je vais reprendre le cas des payes parce qu'il me semble assez. Alors là, c'est pas du tout ce cas-là, hein, mais je reviens au social. Je connais des experts comptables qui font des fiches de paye et qui me disent nous, les ruptures conventionnelles, on ne les fait pas parce que c'est trop de responsabilité. Or, souvent, c'est nous, experts comptables, qui comptabilisons l'indemnité de rupture, et deux, c'est nous qui mettons le montant sur la fiche de paye. Et donc, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on fait la fiche de paye, on a quand même une responsabilité étendue. Donc, je vous prends cet exemple de la fiche de paye et de la rupture conventionnelle qui peut s'appliquer au licenciement également. Parce que vous voyez que la frontière du refus de mission ou du refus de conseil, eh bien, n'est pas évidente du tout. Donc, peut-être qu'il vaut mieux faire la mission plutôt que de la laisser faire au client. Et si jamais le client fait n'importe quoi, il pourrait vous attaquer en disant « Vous avez quand même fait une fiche de paye avec ces montants-là, ça veut dire que vous étiez d'accord ». Moi, je ferme la parenthèse de ce petit exemple-là et je vous laisse nous parler du juridique et de cet expert comptable qui, a priori, n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. Alors, juste en préambule, effectivement, le devoir de conseil, sachez qu'il est porté sur chacune de vos missions. Évidemment. On est d'accord. Donc là, j'ai voulu mettre en exergue en fait une petite thématique, d'ailleurs qu'on présente souvent au sein de chez Infores, dans le cadre de nos échanges. C'est là pour le coup plutôt dans le cadre d'une session d'entreprise, d'accord, mais effectivement le devoir de conseil est important. Donc là, la responsabilité civile de l'expert comptable est recherchée en sa qualité de rédacteur d'actes de cession de parts sociales, pour ne pas avoir alerté le cessionnaire des risques auxquels il est exposé en procédant à l'acquisition du capital social d'une autre société en faillite. D'accord ? Le montant de la réclamation est porté à 1,2 million. Il faut savoir que là, on a 24% des sinistres qui concernent le devoir de conseil, qui correspondent quasiment à 80% de la charge sinistre globale. Hein, c'est important, c'est effectivement, dès lors, ce sont les sinistres plus forts en jeu. Donc là, la lettre de mission mentionnait la rédaction de l'acte de cession. Pour autant, l'expert comptable s'était contenté de transmettre un simple modèle, ce que la Cour d'appel a retenu pour l'exonérer de sa responsabilité. Donc là, j'ai un arrêt, je pourrais vous un arrêt de la Cour d'assises que je pourrais, de cassation, un arrêt favorable, que je pourrais vous transmettre. Donc les juges de la Cour d'appel, estiment que l'étendue de la mission de la société d'experts comptables et l'obligation de conseil d'information qui en découle doit être appréhendée au travers de l'absence d'informations communiquées par les parties à l'expert comptable, l'absence de toute coopération et le montant des honoraires perçus au regard du montant de cession supérieur à 300 000 euros. Donc, encore une fois, ce que je voulais surtout mettre en avant sur ce sinistre-là, c'était effectivement l'accompagnement de Verspiren dans la prise en charge de ce sinistre, mais surtout sur le fait que ces sinistres à vocation devoir social, ce sont des sinistres à fort enjeu et il faut être très, très vigilant dans la rédaction de vos actes.
Et là, si je comprends bien, Nicolas, hein, si j'ai bien compris le début de ce cas, c'est simplement l'expert comptable qui a donné un modèle d'acte. Exactement, tout à fait. Au client. Donc même il s'est juste permis de transmettre. Il transmet un modèle. Il se fait attaquer, il gagne. Exactement. Mais bonjour, le stress de toute cette opération à 1 million d'euros. Donc, vous voyez, exactement, tout à fait. Alors, Frédéric a une question, et il y en avait une aussi précédente. Moi, je vous propose, parce que vous savez que, en fait, je vous propose de nous retrouver le 11 juin de 18h à 19h30, parce que là, la suite de notre cycle responsabilité, là, c'est spécial responsabilité civile, et il y aura Vital Samar qui est un expert comptable j'y serai. Voilà, merci beaucoup Frédéric, qui pourra répondre précisément à ces questions-là. Vital Samar, il y aura Vital Samar, un expert comptable qui traite de toutes les questions déontologiques à l'ordre, évidemment avec notre staff de permanent hyper compétent. Ensuite, on a Maître Augustin Robert, un avocat qui défend souvent les experts comptables, et Thomas Bidou, notre permanent en charge de toutes ces questions-là. Alors, oui, Audrey, ça sera enregistré et il y aura un replay. Il n'y a pas de souci. Donc là, on vous a fait le best-of. Je vais passer un petit peu. Peut-on limiter le montant de l'indemnité au montant des honoraires annuels? Ben oui, tout à fait. Vous avez la possibilité, au travers de votre lettre de mission, de cadrer un petit peu ces engagements. Il n'y a aucun sujet. Donc là, on vous rappelle que si vous avez une question, vous avez notre service déontologie et vous avez le mail et le téléphone. Il y a une FAQ aussi sur le site de l'ordre où vous pouvez voir les principales questions, parce que souvent, vous avez tous les mêmes questions. On a une trentaine de questions qui reviennent tout le temps. Vous les avez mis en FAQ. Il y a aussi, là, si vous êtes dans l'ennui, il y a une association qui a été créée par un collectif d'experts comptables qui s'appelle Infores. Et ce sont des experts comptables bénévoles qui vous répondent et qui vous conseillent. Et c'est toujours très intéressant. Donc, dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler Infores 01 42 56 10 20. Vous avez alors le comité de déontologie, on vous en a parlé, et vous avez donc l'adresse, vous avez le logo d'Infores si vous êtes perdu. Alors Aurélie, ce que je vous propose peut-être effectivement, c'est de pouvoir récupérer l'intégralité de ces questions et d'y répondre individuellement, voilà, si c'est possible, bien sûr. Parfait. On va prendre vos questions. Il nous reste 3 minutes. Et pour 3 minutes encore, voilà les 3 prochains webinaires. Et vous avez le flash code pour vous inscrire si vous le souhaitez dès maintenant. Comme on a 3 minutes, on peut peut-être répondre à Nicolas Calmel, ce qui nous dit mais est-ce que ce type de clause imitative de responsabilité n'est pas abusif dans un conflit? Moi, je suis vraiment d'accord avec la question de Nicolas. Si je prends 2 000 € par an d'honoraires, on va dire 5 000 € par an d'honoraires, et que je suis mise en cause pour un crédit d'impôt recherche de 100 000 € par an. Non, mais c'est exactement ça. Effectivement, c'est-à-dire que la prescription, on parle d'une prescription, hein, d'accord, au titre d'une action qui peut être engagée, elle est possible de la limiter par le biais du contrat ou de la lettre de mission en temps et en montant, permettant justement de couvrir sa responsabilité. Cependant, c'est toute la nuance de du principe même, du fondement de la responsabilité civile. Cette limitation ne doit pas être excessive. Voilà. Bon. Je n'ai pas de réponse plus claire que ça, en fait. Ça me paraît être la réponse la plus cohérente. Donc, je vous propose qu'on se retrouve le 11 juin et vous pourrez poser cette question-là à Maître Augustin Robert, avocat, qui, à mon avis, fort de son expérience, nous dira ce que les tribunaux entendent par ce constat de cohérence ou cette cohérence entre la limitation de la responsabilité et le dommage effectif. Merci à toutes et à tous. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Ce format, il est vraiment court pour un sujet passionnant, mais c'est pour ça qu'on se retrouve le 11 juin et le 9 juillet pour encore parler de la responsabilité civile
et parler de la responsabilité pénale. Il est 9h09, on peut tous aller tranquillement. Merci Virginie, merci à toutes et à tous. Merci Nicolas. Merci, belle journée à vous. À bientôt. Revoir.